Bonjour à tous, merci d'être là et merci à l'équipe Kotlin Paris. C'est bon le son? Pas trop fort? Tout va bien? Ça sature pas trop? Parfait. Donc, merci de me rejoindre aujourd'hui pour parler d'automatisation de workflows. Donc, je m'excuse par avance pour tous les anglicismes. J'ai vraiment cherché longtemps un équivalent français à workflow, j'ai pas trouvé. Donc, processus, tâche, comme vous voulez. Je vais utiliser workflow, je vais utiliser d'autres anglicismes. Désolé par avance. Donc c'est un talk que j'avais fait à Kotlin Paris dans un meet-up il y a 1 an et demi. Donc là c'est l'évolution. C'est un petit peu un retour d'expérience de tout ce qu'on a fait à Dailymotion pour automatiser nos workflows, nos tâches, nos processus. Pour me présenter rapidement, moi je suis Martin, je travaille sur l'application Dailymotion Android, l'application principale. Que dire d'autre? Ouais, c'est à peu près tout, c'est déjà un bon début. Et pour présenter Dailymotion rapidement au niveau de l'organisation, parce que ça va nous être utile après pour comprendre un petit peu les différents workflows, on est une société tech assez classique dans la mesure où on est organisé en mode agile, avec des sprints de 2 semaines, une release à faire à la fin de chaque sprint, et donc un Git workflow assez classique avec une branche de dev, une branche master, et puis des releases qui sont systématisées à travers un release train qu'on fait toutes les 2 semaines. Si jamais une fonctionnalité n'est pas prête, on la met derrière un feature flag, on l'envoie quand même désactivé. Ça nous permet de garder cette cadence de release train. Comme toute société agile, on a des product owners, des designers et du Jira partout. Alors ça, Jira, c'est un peu le cœur de Dailymotion. Tout passe par Jira. Les process RH passent par Jira, mais aussi tout ce qui est IT, si vous avez un problème avec votre ordi, vraiment tout, même les finances, les achats, tout passe par Jira. Donc au niveau de l'environnement pour l'app Android, j'ai mis Jira au milieu. Vous avez GitHub qu'on voit pas très bien parce que le logo est noir, mais tout notre code source est sur GitHub. On a du Slack, du Bitrise. Transifex, c'est pour gérer nos traductions. App Center, c'est pour gérer tout ce qui est dogfooding, donc test interne auprès des employés Dailymotion. Et puis, bien sûr, Play Store pour déployer notre app, qu'elle soit disponible au plus de monde possible. Je ne vais pas vous faire tous les workflows de Dailymotion parce que j'en aurai pour l'après-midi, mais en gros, comment on travaille? Comme je vous ai dit, tout est dans Jira. Donc première chose, on s'assigne le ticket, on ouvre une branche qui correspond au ticket, comme ça on a du tracking. On développe quand même, on code un petit peu. Quand tout est fini, on crée une pull request. On synchronise l'état du ticket Jira avec la pull request pour dire ce ticket est en code review, donc c'est le moment d'aller regarder. Quand la code review est terminée, on merge, on déplace le ticket Jira à nouveau pour dire ce ticket a été mergé, il faut le tester. On crée une alpha, donc habituel, on incrémente le numéro de version, on crée un tag, on push tout ça sur GitHub et puis aussi sur App Center. Et on envoie un message à toutes les personnes intéressées, donc ça peut être le product owner, ça peut être le designer, pour qu'ils testent l'alpha, voilà, pour qu'on itère assez vite sur le projet et qu'on ait du feedback. En général, on a du feedback, on doit intégrer les retours. Paf, on revient à l'étape numéro 1, on itère, on itère, on itère. Au bout de 2 semaines, on veut faire une release. On a modifié le download manager, on a modifié la page principale, la home screen. Donc on a plein de nouvelles traductions. Il nous faut des nouvelles traductions. On envoie les traductions, on attend un petit peu, on récupère les traductions, on vérifie les traductions. On met à jour le changelog, Jira, bon je passe vite, vous avez compris, beaucoup de choses. À la fin, on est content, on peut démarrer le rollout qui dure à peu près une semaine, et ça y est, toutes nos belles fonctionnalités sont disponibles pour les utilisateurs. Donc là, croit qu'on est bon, mais pas tout à fait, parce qu'il y a aussi Amazon, donc il faut aussi release sur le Play Store Amazon, et puis à la fin, il faut tout nettoyer parce qu'on a des branches dans tous les sens avec des tickets Jira dans tous les sens, donc c'est bien de les fermer. Donc vous m'avez vu venir, l'objectif quand même, notre cœur de métier, c'est de coder. Donc on s'est dit, on va automatiser tout le reste, tout automatiser, et puis comme ça on aura le temps de faire la sieste au soleil tranquille. Alors ça c'est la théorie. En pratique, l'automatisation elle a un coût. J'aime bien citer ce XKCD, c'est-à-dire que tout ce que vous automatisez, par exemple la synchronisation entre un ticket GitHub, un ticket Jira, c'est pas très long à faire à la main, hein. Vous vous loguez, vous pouvez changer l'état du ticket. Si vous avez un script, le jour où vous changez votre process, il faut changer le script, il faut maintenir le script, etc.
Mais c'est pas très grave parce qu'il y a quand même des vrais avantages à l'automatisation et les deux principaux avantages, c'est reproductible. Le script ne fait jamais d'erreur. Il va jamais oublier de faire un git push, par exemple. Voilà, pas de problème. Ça sera toujours la même chose. C'est auto-documenté. C'est-à-dire que vous avez un nouveau qui arrive, vous n'avez pas à lui faire un onboarding pour dire comment est-ce qu'on fait une release. Non, voilà, il récupère vos scripts, il voit exactement les différentes étapes et il sait faire une release si vos scripts sont bien écrits, qui est autre chose. C'est plutôt bon pour le moral parce que bah, moi, aller sur Jira et puis cliquer sur les tickets, voilà, c'est pas le truc que je préfère le plus dans mon job. Donc, je préfère bosser sur des scripts qui font ça pour moi plutôt que de me connecter à 50 services différents. Et des fois, donc, vous pouvez gagner du temps, mais je dirais que ce n'est pas l'objectif principal. Il y a des développeurs Android dans la salle? C'est quoi à peu près le ratio? Ouais, bon, ça va. Si jamais on n'est pas trop nombreux, si jamais il y a des trucs qui ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va parler beaucoup d'Android parce que voilà, moi je fais beaucoup d'Android. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, il y a 1 an et demi, quand j'ai fait ce même talk, enfin ce premier talk, on en était au tout début. Donc il y a déjà des solutions existantes pour s'intégrer avec tous ces services. Pour s'intégrer avec GitHub, vous avez un programme qui s'appelle Hub, qui est écrit en Go. Pour s'intégrer avec le Google Play, vous avez un plugin Gradle. Pour s'intégrer avec Transifex, vous avez compris. Fastlane et Bitrise, qui sont deux nouveaux services qui marchent assez bien. Fastlane, qui était à la base prévu pour iOS et qui marche maintenant sur Android. Si vous êtes intéressé par Fastlane ou que vous n'aimez pas Fastlane, je vous encourage à aller au talk de Lucien tout à l'heure, qui va vous expliquer comment remplacer Fastlane par du Kotlin DSL. Et Bitrise qui est lui plus orienté intégration continue, donc dans le cloud, pour automatiser les étapes de release. Donc tout ça c'est bien, mais c'est plein de langages. Donc c'est du Go, c'est du Gradle, c'est du Python, du Ruby, etc. Et moi j'ai un petit peu le symptôme du bash, c'est-à-dire que quand je dois écrire un script bash, à chaque fois je ne sais jamais comment faire. Donc est-ce qu'il faut que je mette les guillemets? Est-ce qu'il faut que je mette des quotes? Simple quote ou double quote? Je ne sais jamais. Comment est-ce qu'on fait un tableau? Est-ce qu'il faut des espaces ou pas? Et alors quand il faut faire un test, alors là c'est la fin, je ne sais plus du tout, parce qu'il y a à la fois des espaces, des simple quotes, des trucs qui sont spécifiques à Bash, d'autres à ZSH, etc. Donc je suis perdu. Et je suis perdu, c'est pas parce que c'est vraiment compliqué, c'est juste que mon cerveau fait du Kotlin 90% du temps, et le fait de changer de langage, c'est un changement de contexte. Et un changement de contexte, à la limite, c'est un petit peu le parallèle avec les threads et les coroutines. C'est un changement de contexte, voilà, c'est une interruption système, il faut réapprendre une nouvelle syntaxe, il faut réapprendre les outils. C'est-à-dire que si vous faites du Go, il faut réinstaller peut-être VS Code ou je ne sais pas ce qu'il faut pour faire du Go. Et puis tous les outils, comment est-ce qu'on fait une requête HTTP en Bash? On va utiliser curl. En Python, on va utiliser URL-lib. En Go, on va utiliser NetHTTP. À la fin, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'entropie. Et moi, personnellement, ça me frustre. Bon, vous m'avez vu venir, on va tout automatiser en Kotlin. Pourquoi en Kotlin? Parce que pas de changement de contexte, c'est déjà ce qu'on utilise au quotidien. L'IDE, il est top, si vous avez 32 Go de RAM et un beau Core i7. Et un écosystème riche parce que compatible JVM, donc vous avez 25 ans d'existant. S'il y a quelque chose que vous voulez faire, il y a de fortes chances que quelqu'un l'ait déjà fait avant vous et que ça vous aide. Donc l'objectif aujourd'hui, ça ne va pas être d'aller en détail des différentes technologies, mais plus de vous donner une boîte à outils, de tous les outils que vous pouvez utiliser pour remplacer Perl, Bash, Python, Fastlane, etc. Donc j'ai séparé ça en 3 grands outils. On va commencer par parler de Clicked, qui est un outil pour faire des lignes de commande. Ensuite, on verra Kscript, qui vous permettra de remplacer tout ce qui est Perl, Bash, les servlets pour tout ce qui est dans le cloud. Et à chaque fois, pour chaque outil, je vais vous présenter les bibliothèques. Donc les bibliothèques, c'est tout l'existant, tout l'écosystème qui vous permet de gagner du temps. Avec aussi à chaque fois un exemple d'application à Dailymotion, de comment est-ce qu'on utilise ça au quotidien. Donc Clicked. Clicked, qu'est-ce que c'est? C'est un interpréteur de ligne de commande.
Donc si vous passez votre journée dans Android Studio, vous ne faites pas forcément beaucoup de lignes de commande, mais la ligne de commande c'est quand même très bien parce que c'est très précis. On sait exactement comment ça va se comporter. Click, c'est une librairie 100% Kotlin, bientôt multiplateforme, pas encore, qui sert à parser cette ligne de commande. Si vous avez déjà eu à écrire un parseur de ligne de commande, c'est vraiment assez complexe, donc ça va bien nous aider. Un petit aparté sur kotlinx.cli, qui est la solution officielle JetBrains, que je n'ai pas privilégiée aujourd'hui parce qu'elle est un petit peu en retard point de vue fonctionnalité. Mais ça se rattrape petit à petit. Ça sera disponible par défaut dans Kotlin 1.3.60, donc à suivre. Et avec le multiplateforme aussi. Donc les arguments, vu que c'est de ça dont on parle, ils peuvent être optionnels ou non, entiers, flottants, donc ils peuvent avoir plusieurs types. Et on peut les donner dans plusieurs ordres. Donc imaginons que vous avez une commande qui s'appelle release, qui permet de réaliser votre app, avec un certain pourcentage de rollout, et puis un what's new, et puis qui prend en dernier paramètre le nom de l'APK, enfin de l'application que vous voulez mettre à jour. Vous pouvez aussi décider de commencer par le nom de l'AAB et puis mettre les autres paramètres après. Donc tout ça, c'est de la complexité que Click gère pour nous. Pour faire la démo, on va essayer de faire un petit programme qui dit bonjour un certain nombre de fois. Bon, c'est un peu le Hello World de Click. Il va prendre deux paramètres. Le premier, c'est un count, qui est le nombre de fois où il va falloir dire bonjour. Et le deuxième, c'est le nom, c'est à qui on va dire bonjour. Donc tout ça dans Click, ça se fait assez bien. Click utilise une classe de base qui s'appelle Click Command, qui est ici. Et donc vous héritez de cette classe de base, et à l'intérieur, vous pouvez utiliser des delegated properties. Donc vous avez cette syntaxe avec by, qui permet de déclarer, en fait c'est presque une manière déclarative, de déclarer vos différentes options. Donc on a dit qu'on voulait un nombre de fois, donc il y a un count ici. Donc c'est une option. Ça c'est LED, on verra tout à l'heure que c'est bien utile. C'est de type entier, donc si jamais quelqu'un essaye de passer une chaîne de caractères, ça va pas marcher. Et c'est optionnel avec une valeur par défaut à 1. Pareil pour name, donc là on voit que c'est une chaîne de caractères avec LED. Et prompt, ça veut dire que, en fait, on va demander à l'utilisateur de remplir ce paramètre-là. La fonction run, c'est ce qui va être exécuté. Et donc on voit que c'est top parce que ça génère LED tout seul. Donc si jamais vous ne savez pas quoi écrire, vous tapez --help et vous avez l'intégralité des paramètres disponibles. Donc ici on a count, on a name et puis on a help. Pour l'invoquer, une fois que vous savez, ah ben il y a count, vous dites ok hello --count égale 3. Ça vous demande votre nom, Kotlin Everywhere, et puis ça affiche 3 fois Kotlin Everywhere. Ça fait toute la vérification pour vous, donc si jamais vous passez un mauvais paramètre, par exemple hello-whoops, ou vous oubliez un paramètre obligatoire, ça va directement vous donner l'erreur qui s'est passée, qui s'est produite. Jusque là, ça va? Ouais. Donc ça, c'est de l'intégration, je dirais, au niveau code. Ensuite, ce qu'on veut à la fin, c'est quand même une petite application en ligne de commande. Donc pour ça, Gradle nous fournit un plugin qui s'appelle application, comme son nom est bien trouvé. Il fait pas grand-chose en fait. Il crée un jar et il spécifie la classe main, voilà, qui est le point d'entrée de votre classe. Il génère aussi des petits scripts de démarrage qui fait que vous n'avez pas à taper le java-jar à chaque fois pour gagner du temps. Ça se voit le texte, ouais? Donc, vous appliquez le plugin en haut, le plugin Java aussi, le plugin Kotlin ici. Vous spécifiez la classe principale, et ensuite, ça c'est si jamais vous voulez un fat jar, c'est-à-dire que par défaut, il va inclure tous les fichiers .class, mais si vous voulez un fat jar que vous pouvez donner à vos collègues, vous utilisez la tâche .jar, et vous pouvez directement avoir quelque chose qui est portable. Donc chez Dailymotion, on a utilisé ça, on a utilisé ce concept d'outil en ligne de commande pour créer un outil qui s'appelle Kinta,
Kinta, ça veut dire castor, parce qu'à une époque, on était en langue indienne. À une époque, on était assez branché là-dessus. On avait des powwows pour discuter de code. Et c'est un peu notre couteau suisse, ligne de commande, pour tout ce qui est automatisation. Au total, il y a 26 commandes qui peuvent s'exécuter à la fois sur la machine du développeur, pour tout ce qui est tâches quotidiennes, ou sur la CI, pour tout ce qui est release. Je ne vais pas vous faire les 26 commandes, je vais vous en faire deux qui sont un petit peu utiles et représentatives. La première, c'est la commande build tag, qui est un petit peu notre commande pas de release, mais de construction de la release. C'est-à-dire qu'on va d'abord construire une release avant de la mettre sur le Google Play. Donc elle prend deux paramètres. Un premier paramètre qui est flavor, qui est soit alpha, soit Play Store. Un deuxième paramètre qui est build type, si vous faites de l'Android, c'est debug ou release, c'est le type de build. Et un dernier paramètre qui est obligatoire, qui est le numéro de version, 14500. Donc ça fait la totale, quoi. C'est-à-dire que ça génère un AAB signé, un APK universel pour le Play Store Amazon, ça génère aussi les alphas, en mode debug, ça exécute tous les tests et les vérifications, donc tests unitaires, tests fonctionnels, qu'est-ce que l'int, qu'est-ce que je peux penser d'autre? Oui, non, c'est principalement tout. Et à la fin, ça envoie sur App Center. App Center, c'est avant de mettre sur le Google Play pour le test interne. Donc à nouveau, comment ça se traduit en clickT? On hérite de la classe clickT command avec un nom build tag. L'aide, bon ben voilà, ça fait tous les tests et puis ça construit une release. Les trois arguments, tag, on voit que c'est un long, donc si vous essayez de passer à autre chose, un tag non valide, ça va vous faire une erreur. Vous appelez ça dans votre fonction main, et puis derrière, ben, ça dépile, ça appelle notre méthode qui s'appelle tagBuild, qui prend en paramètre un objet Gradle, on va voir tout de suite de quoi il s'agit, et puis les trois paramètres. Et donc ce que je disais, c'est que dès que vous faites quelque chose en Kotlin ou dans le monde JVM, vous avez plein d'outils à votre disposition. Par exemple, si vous voulez exécuter une tâche Gradle, vous pouvez la taper à la main, mais vous pouvez aussi l'appeler depuis Kotlin avec une API qui s'appelle Gradle Tooling, qui va permettre d'exécuter votre tâche et aussi de voir l'arbre des dépendances de votre tâche et puis le résultat de chaque tâche. Ah oui, ça permet aussi de rediriger la sortie, pas l'entrée, pardon. Donc la sortie standard est d'erreur. Donc si vous voulez faire du parsing sur la sortie Gradle, c'est bien pratique. Il n'y a pas de secret, vous lui donnez juste le répertoire où se situe votre projet. Vous créez un nouveau connector. À partir de votre connector, vous faites une connexion. Et là, vous passez les tasks. Donc, on a plusieurs tasks par défaut. On peut dire assemble debug, assemble release, lint, etc. Vous exécutez tout, et puis vous avez le résultat directement dans une variable result que vous pouvez inspecter. L'autre truc, c'est OK HTTP. Là, je vais passer vite parce que si vous faites de l'Android, vous connaissez bien. Plutôt que de faire du curl ou du Ruby, vous pouvez directement utiliser OKHTTP qui est la bibliothèque de référence pour OKHTTP que vous utilisez déjà pour Android. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise, vous pouvez faire des choses assez avancées, changer les headers, changer le content type, pas besoin de regarder le man de curl à chaque fois, et vous avez la réponse directement à la fin. Pour tout ce qui est JSON, on utilise Moshi pour l'instant. Donc là, encore une fois, c'est un outil ultra classique et que vous pouvez utiliser dans tous vos scripts. Donc Moshi, c'est conçu pour Kotlin, c'est pas multiplateforme, mais ça marche très bien parce que ça gère tout ce qui est nullabilité de Kotlin par rapport à JSON, par exemple. Et ça peut générer les parseurs de manière automatique, ça c'est aussi assez sympa. Même si la performance, on va pas se mentir, dans le cas d'un script, c'est pas non plus le truc le plus important. Donc on peut utiliser de la réflexion, ça passera bien aussi. Pour l'utiliser, toujours pareil dans votre build.gradle, une petite ligne implémentation, et dans votre code Kotlin. Donc ça, c'est avec l'annotation processor, vous dites generate adapter égale true, et donc il va générer du code automatiquement
pour parser votre réponse ici directement vers le bon type. Si jamais vous ne voulez pas vous embêter avec ça, c'est pas un problème. Moshi vient avec des adapteurs un peu classiques, parce que c'est du script, on ne veut pas non plus passer tout notre temps dessus. Donc vous dites juste type any. La contrepartie de ça, c'est qu'il va vous falloir vérifier le type à chaque fois. Donc si vous savez que c'est un objet, vous pouvez caster en map. Si vous savez que c'est un int, vous castez en int, etc. Il y a plein d'autres bibliothèques, donc si vous faites du développement Android, vous êtes familier sûrement avec Retrofit.json, donc vous pouvez aussi utiliser ça dans vos scripts. Pour faire du multiplateforme, il y a Kotlin X Serialisation. Git, j'en ai pas parlé, mais c'est super puissant pour manipuler votre Git local. Donc vous pouvez créer vos branches, faire vos pushs directement depuis votre code Kotlin. Et bien sûr, en dernier fallback, si jamais vous avez rien, vous pouvez utiliser Process Builder pour appeler des commandes externes. Donc, je sais pas moi, vous voulez appeler Fastlane depuis votre Kotlin, vous faites un Process Builder et vous pouvez appeler n'importe quel binaire que vous voulez. Au final, la commande build tag, on a vu qu'elle crée les artefacts avec l'API Gradle Tooling. Elle envoie sur App Center avec OKHTTP. On récupère, en fait, quand on envoie sur App Center nous donne une réponse JSON qui contient l'URL qu'on va donner au designer, qu'on va donner au product owner. Donc on parse ça avec Moshi. Et on envoie tout ça sur Slack, encore une fois avec OKHTTP. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que tous ces services, ils ont tous des intégrations. Donc, avec 2 ou 3 API REST, vous pouvez vous intégrer avec Slack ou avec Jira. L'autre commande dont je voulais parler, elle a un nom un petit peu barbare. Elle s'appelle TXPR. Et elle, son objectif, c'est de s'intégrer avec Transifex. Donc Transifex, c'est la plateforme où on a toutes nos traductions. L'application, elle est traduite en 18 langues. Donc ça, c'est pas fait en interne à Dailymotion, on a des traducteurs qui travaillent pour nous. Et il faut leur fournir voilà, les chaînes à traduire. Donc tout ça, ça se fait à travers une console web. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est chaque fois qu'on fait une modification ou qu'on rajoute des chaînes de caractères, on doit le pousser et après récupérer les traductions. Et donc la commande TXPR, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les traductions et elle va directement, automatiquement, créer la pull request. Donc on l'exécute à peu près 2 fois par semaine. On pourrait l'exécuter tous les soirs, en fait, si on voulait, depuis la CI. Et comme ça, quand il y a des nouvelles chaînes de caractères qui sont disponibles, qui ont été traduites, on les voit directement dans GitHub. Alors cette commande, elle est quand même super facile à faire en termes de clicked, parce qu'il n'y a pas d'argument. Donc voilà, c'est juste une fonction run. Je la wrap quand même dans un clicked commande, vous verrez tout à l'heure pourquoi, ne serait-ce que pour avoir l'aide qui va bien. Et l'autre truc marrant avec cette commande, TXPR, c'est qu'il va falloir s'authentifier avec GitHub. C'est-à-dire que si jamais c'est moi qui fais la commande, on veut que la pull request, elle soit à mon nom. Si jamais c'est un collègue, on veut qu'elle soit au nom du collègue. Si jamais c'est la CI, on veut que ça vienne de la CI. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte que le client en ligne de commande soit un client OAuth. Donc OAuth, c'est une manière de s'authentifier auprès de GitHub, de donner à l'application Kinta, à la ligne de commande, de lui donner les droits comme si c'était vous qui faisiez les opérations. Donc c'est un flow très classique, en fait, on redirige l'utilisateur vers une page web, l'utilisateur se login, une fois qu'il s'est logué, la page web redirige vers une URL qui est configurable. Donc dans notre cas, on va utiliser localhost. Voilà, en gros, ça donne ça. On vous redirige vers ça, vous rentrez votre mot de passe, vos coordonnées, et à la fin, donc le navigateur Safari, Chrome, vous redirige vers une adresse qui est sur localhost. Alors du coup, c'est cool, mais il faut que nous, en tant qu'application ligne de commande, on soit capable d'intercepter cette redirection et d'échanger le code qu'on va avoir reçu dans l'URL contre un vrai token GitHub. Donc, pour ça, on va utiliser un petit web server. Donc là, j'ai utilisé OKHTTP, j'utilise beaucoup, c'est un peu un réflexe, mais là, c'est Nano HTTPD, qui est un serveur web JVM, vraiment
très simple et très facile à configurer. Donc pour récupérer un token, qu'est-ce qu'on fait? On redit, ça c'est l'URL OO de GitHub. Pardon, excusez-moi. On configure un petit serveur nano HTTP sur le port que vous voulez. Serve, c'est le callback qui va être appelé sur chaque requête. Donc on regarde s'il y a un paramètre qui s'appelle code, s'il y a un code on l'échange, et puis on notifie l'appelant. Donc ça c'est la configuration. Une fois que c'est configuré, on démarre le serveur. Ça va démarrer un thread qui va tourner en tâche de fond. Donc tout ça, bien sûr, ça s'exécute depuis un thread en fait. C'est pour ça qu'il y a du synchronize, etc. Je ne l'ai pas fait en mode coroutine, mais peut-être que ça se fait sûrement en mode coroutine. On ouvre le navigateur, donc on ouvre Chrome ou Safari, et on attend, ici, à l'ancienne, avec un bon vieux synchronize, d'avoir un token. À la fin, vous avez votre token ou pas, si jamais l'utilisateur ne finit pas le process, que vous pouvez stocker dans un fichier de paramètres ou juste le garder en RAM si vous ne voulez pas le garder trop longtemps. Donc ça c'est assez cool en fait, ça permet d'éviter d'avoir le développeur d'aller sur la console GitHub, de créer un mot de passe d'application, un token d'application, etc. Juste le développeur arrive, il lance sa commande, et puis ça le redirige, ça l'authentifie directement sur GitHub ou sur Jira, etc. Le deuxième truc cool avec la commande TXPR, c'est qu'il faut ouvrir une pull request. Et ça, avec GitHub, on peut le faire en GraphQL. Alors moi j'adore GraphQL, donc j'étais un peu obligé d'en parler. GraphQL, c'est un langage de description d'API fortement typé, donc c'est vachement bien. Si vous allez sur l'Explorer de GitHub ici, vous avez accès à toute l'API GitHub et c'est interactif. Disons que c'est un petit peu le IntelliJ des API, c'est-à-dire que vous tapez CTRL espace et vous avez toutes les possibilités de variables qui sont accessibles par votre API avec leur type et leur description, leur aide en fait, leur documentation. Donc déjà, le GraphQL, c'est vachement bien parce que c'est des API qui sont découvrables. Et ensuite, ça permet au client de demander uniquement les données dont il a besoin. Donc si par exemple, vous voulez juste avoir une pull request, le titre d'une pull request, en REST, typiquement, vous allez récupérer un objet pull request avec l'auteur, tous les commentaires, etc. En GraphQL, vous pouvez juste récupérer le titre. Et sur la JVM, il y a un truc vachement, il y a un client GraphQL qui existe, qui a été déjà fait, qui s'appelle Apollo Android, qui fonctionne bien sûr sur n'importe quelle JVM sans Android. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Apollo Android, sûrement parce qu'il y a beaucoup de gens sur Android qui l'utilisent, qui vient avec un plugin Gradle et qui génère tout automatiquement pour vous. Donc ça, vous tapez vos queries et il va générer les modèles et il va vérifier le type, c'est-à-dire que vous êtes sûr que si jamais votre code compile, le serveur va comprendre et il va renvoyer des classes qui ont la tête que vous espérez. En pratique, c'est quoi? C'est vous écrivez ici votre mutation. Donc une mutation GraphQL, c'est l'équivalent d'un post REST. C'est pour modifier des données. Vous écrivez votre mutation. Apollo Android, le plugin va générer du code pour vous. Par exemple, cette classe-là, Create Pull Request Input, elle est complètement générée par Apollo. Donc vous passez vos paramètres, repository ID, la base et le type. Donc là, ça va vouloir dire que vous voulez merger feature dans master. Et vous donnez un titre. Donc ça, c'est 4 paramètres qui sont obligatoires. Et là encore, ça s'intègre super bien avec Kotlin, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, mettre des paramètres additionnels. Par exemple, un premier commentaire. Mais c'est additionnel, donc c'est des paramètres optionnels dans le constructeur de cet objet-là. Par contre, les 4 là sont obligatoires, donc je les ai rentrés. Une fois que vous avez votre input, vous appelez le client Apollo, et c'est même intégré avec les coroutines, donc vous pouvez transformer ça en deferred, en flow, en channel, si vous voulez. Et vous avez directement, sans avoir à parser vous-même, directement sans réflexion, le numéro de l'APR que vous pouvez envoyer après sur Slack pour dire hey, « salut les cocos, il y a des nouvelles traductions, vérifiez que tout est bon, que les quotes sont bien échappés et tout ça. » Donc au final, la méthode TXPR, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle récupère les traductions avec OK HTTP. Elle fait un commit, oui, j'en ai pas parlé, mais elle fait un commit. En général, c'est fait sur la CI. Elle s'authentifie auprès de GitHub et elle crée la pull request. Donc ça, c'est cool, on a deux commandes. On a d'un côté build tag, de l'autre côté TXPR. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le couteau suisse. Donc on veut un seul point d'entrée pour toutes les tâches d'automatisation. Donc Clicked est vachement sympa, il nous permet de faire des sous-commandes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas supporté encore dans Kotlin X.cli. Donc vous définissez vos deux commandes et vous les embarquez en fait avec la méthode subcommand dans une commande principale. Donc si vous ne savez pas comment utiliser votre couteau suisse, vous tapez juste la commande de base et là ça vous dit voilà, les options, etc., l'aide, les différentes sous-commandes. Donc il y a build tag et TXPR. Et ensuite, si vous ne savez pas comment utiliser la sous-commande build tag, vous tapez ça. Enfin, tout est vraiment découvrable. En bonus, vous avez la complétion bash. Donc si vous appelez votre programme avec une variable d'environnement qui finit par complete comme ça, au lieu d'exécuter votre vrai programme, il y a un petit runtime qui va vous écrire un fichier de complétion bash. Vous sourcez ce fichier, et ensuite vous avez l'autocomplétion qui marche bien, comme avec ls, avec cp ou avec git. Là, si vous faites Kinta, vous ne savez pas quoi mettre après. Au lieu de taper Enter, de lire la description, vous faites Tab et vous voyez les différentes possibilités. Donc ça, c'est assez cool au quotidien, ça fait encore gagner du temps. Donc à Dailymotion, les 26 commandes, elles se regroupent en plusieurs catégories. Il y a tout ce qui est workflow de dev, vraiment. Il y a tout ce qui est compilation, génération des artefacts. Tout ce qui est release, et puis une grosse partie qui est sur le Play Store pour mettre à jour les listings, mettre à jour le changelog à chaque fois, générer des screenshots, ça c'est quelque chose qui est assez chronophage, surtout si vous voulez le faire dans 18 langues, vous savez les screenshots promotionnels, donc si vous avez votre appli en Corée, vous ne voulez pas forcément mettre Emmanuel Macron en première page, vous voulez du contenu coréen. Donc pour ça, vous prenez votre application, vous mettez le langage en coréen. Bah, ça s'automatise en fait. Donc on a une méthode pour ça. Et après une méthode pour les mettre à jour. Donc je l'ai déjà dit, mais tout ça s'exécute à la fois sur le poste de développement et sur la CI. Ce qui nous permet, et ça je ne l'ai pas dit par contre, d'être complètement indépendant de la CI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est chez Bitrise, mais si demain on veut changer et passer sur Google Cloud ou sur Travis ou je ne sais pas quoi, le boulot va être assez rapide parce que il n'y a rien qui est vraiment spécifique à la CI, c'est juste un script qu'on lance. Donc on a besoin d'une VM avec une machine virtuelle Java à l'intérieur. Et encore, si jamais on passait en Kotlin Native, on n'aurait même pas besoin de Java. Des questions à ce niveau-là, non? Ouais. Ouais, enfin, il y a deux choses en fait, ce qu'on appelle alpha et release, c'est pas tout à fait pareil. Alpha, c'est pour du dogfooding, donc c'est du test interne en fait. Ouais, donc je répète la question pour la caméra. Je suis un peu hors process là, je pense que c'était à la fin les questions. Pour que non, mais c'est pas, c'est ma faute. C'est juste pour que ça soit sur le flux. Donc la question, si je comprends bien, c'est à quel moment est-ce qu'on incrémente le numéro de version? Est-ce qu'on le fait après chaque branche, après chaque merge ou pas? En fait, on le fait pas après chaque merge, on le fait toutes les nuits principalement. Sauf si il y a vraiment quelque chose de très urgent et on veut donner le feedback au designer très très vite. À ce moment-là, on va faire une alpha, on va déclencher une alpha plus vite. Sinon, on la déclenche tous les soirs et donc les designers le lendemain matin, ils ont vu tout ce qu'on a fait la veille. Donc il y a un petit délai là-dessus. Désolé.
Kscript. Donc là, on a vu tout ce qui était ligne de commande, donc c'est cool, mais il y a un petit setup à faire. Pour les cas où vous voulez aller plus vite encore, hein, vous avez Kscript. Donc j'ai dit que Clicked, c'était le couteau suisse. Kscript, c'est un peu le couteau de boucher, quoi. Hein. On veut aller vite et faire un truc pour une seule fois. Donc c'est assez cool, ça s'installe assez bien et ça vous permet d'exécuter en gros du Kotlin comme vous feriez du Perl ou du Bash. Vous faites un petit fichier, voilà, vous appelez Kscript l'interpréteur dessus et ça s'exécute directement. Vous pouvez même le faire sans fichier, donc si vous voulez juste faire des opérations mathématiques ou je sais pas quoi, parser un JSON en une seule ligne, faire un gros one-liner Kotlin, vous pouvez le faire. Et le truc qui est vachement bien, c'est que ça marche dans IntelliJ. Je vais un peu trop vite. Pour l'installer, ça se fait en quelques lignes. Ça utilise SDKman. Bon, vous avez d'autres manières de le faire. Hein. Là, je fais le truc classique. Vous installez Kotlin et Kscript. Une fois que vous avez tout installé, vous faites votre fichier et vous lancez Kscript avec le paramètre "-ida". Et ça va vous ouvrir votre script directement dans IntelliJ. Et donc là, c'est cool parce que par rapport au bash où vous savez pas s'il faut des single quotes ou s'il faut un arrobase ou un dièse, vous avez directement l'autocomplétion. Donc vous avez vu, là c'est le Hello World en fait, donc tout ce que vous écrivez au niveau principal de votre fichier, ça va sortir sur la sortie standard. Et vous avez les paramètres dans une variable qui est déjà un tableau, une liste de strings qui s'appelle args. Vous pouvez rendre votre fichier exécutable directement avec le shebang. Donc sur la première ligne de votre fichier, vous mettez ce truc magique et le système d'exploitation va reconnaître automatiquement que c'est un script Kotlin et invoquer l'interpréteur pour vous. Du coup, vous rendez votre fichier exécutable et paf, vous écrivez du Kotlin comme si c'était un script bash. Sauf que c'est un script bash qui s'édite dans IntelliJ et que vous pouvez débugger aussi. Donc super facilement, vous tapez le petit bouton de debug en haut et vous avez toutes vos variables. Donc là, on voit que j'ai appelé la commande avec 3 arguments, Kotlin Everywhere Paris. Donc ça, c'est top. Vous pouvez, vous avez vu, je suis un gros fan de OK HTTP. Vous avez une requête HTTP à faire dans votre script. Plutôt que de faire du curl et de piper vers un JSON parseur et puis de faire du grep dessus, vous importez OK HTTP avec une annotation. Et vous pouvez l'utiliser comme sur Android. Tout pareil, sauf que c'est dans un script bash. Donc c'est pas beaucoup plus long que faire du curl en fait. Vous faites vos imports, mais IntelliJ fait les imports automatiquement pour vous. Vous faites vos calls et vous avez directement tout ce qu'il faut avec l'autocomplétion. Donc à Dailymotion, on s'est servi de ça pour faire la migration des build scripts. Là encore, je crois qu'il y a un talk tout à l'heure sur les scripts en Kotlin qui sont cool parce que vous avez l'autocomplétion dans les build.gradle. Sauf que c'est un peu répétitif à faire. Bon, c'est pas très compliqué. En gros, vous prenez votre fichier build.gradle, vous le modifiez en build.gradle.kts. Tout ce qui est single quote en Groovy, vous le transformez en double quote. Tout ce qui est appel de méthode sans les paramètres, ça marche pas en Kotlin, donc il faut le transformer. Bon, il y en a quelques-uns comme ça. Si vous avez plusieurs plugins, il y a, nous, je crois qu'on avait une 15 ou 16 substitutions à faire à chaque fois. Et donc on le fait une fois sur un premier fichier. On le fait une deuxième fois sur un deuxième fichier et puis on a compris. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire un petit script. Donc le petit script, tout ce qu'il fait, c'est qu'il traverse tous les modules de l'application Dailymotion. Il y en a 15. Et il fait passer toutes les regex dessus. Et donc non seulement, je pense qu'on a gagné un petit peu de temps là-dessus. Je pense qu'on a un petit peu gagné de temps. Mais surtout, on a évité des erreurs de copier-coller. C'est-à-dire que souvent dans ce genre de truc, le cerveau s'éteint au bout d'un moment parce que c'est du CTRL-C, CTRL-V, vous copiez-collez votre dépendance, et puis vous vous retrouvez avec OK HTTP, au lieu d'avoir la version 3, vous avez la version 4, et puis 6 mois plus tard, vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc au final, si je résume, on a vu le couteau suisse, on a vu le couteau de boucher, les deux sont utiles. Hein. Clickter, ça va être un peu plus de mise en place, et ça va être bien pour des projets complexes. Kscript, c'est ultra rapide à démarrer, vous avez tout le tooling IntelliJ. Par contre, voilà, le gros problème que je trouve dans Kscript, c'est que si jamais vous voulez faire du GraphQL, vous ne pouvez pas parce que ça nécessite tout un tooling Gradle avec un plugin de la génération de code, etc.
Donc tout ça, jusqu'à présent, ça tournait sur une machine quoi, physique. Maintenant, on peut faire des trucs assez cool avec des servlets aussi. Et donc là, on s'abstrait complètement d'une machine, d'un Mac ou autre, et on peut faire tourner notre code Kotlin dans le cloud. Donc les servlets, c'est une super vieille API qui existe depuis super longtemps, qui permet de déployer des serveurs web. Et ça fait des containers au format WAR qui peuvent s'exécuter sur votre machine et peuvent aussi s'exécuter sur un cloud qui le supporte. Il se trouve qu'aujourd'hui, quasiment tous les clouds supportent cette API. Donc à la base, c'était fait pour Java, mais comme Kotlin tourne sur la JVM, ça marche aussi sur la JVM. L'API, elle est ultra simple en plus, et ultra stable. Vous héritez de la classe de base qui s'appelle HTTP Servlet, vous surchargez la méthode service, il y a deux paramètres, rec, c'est la requête, response, c'est la réponse. Jusque-là, ça va. Dans rec, vous avez les paramètres que votre client vous a envoyés. Et dans rest, vous allez écrire ce que vous voulez. Donc, hello world, hello Kotlin, Paris. Vous pouvez faire une erreur si vous voulez. Et donc, au milieu, et c'est ça qui va nous intéresser, on peut faire du traitement automatique. Il y a un plugin Gradle qui est vachement pratique, c'est le plugin App Engine. Donc, comme on est dans la console Google Play, comme on a du Firebase, bah, encore une fois, on essaye d'éviter les changements de contexte. Donc, on fait tourner nos outils de CI dans Google Cloud autant que possible. Donc, App Engine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme AWS, quoi, hein, c'est un container de software as a service. Ça fait tourner je crois qu'il y a du Python et du JVM. Il y a peut-être du Node, je ne sais plus. Et donc ça automatise tout. En gros, vous créez votre projet dans la console, vous passez un project ID, et ça fait tout ce qu'il faut. Voilà, la seule configuration, c'est de dire quand vous déployez, bah, j'annule la version d'avant et je mets celle-là à la place. Dans votre fichier .war, donc il faut votre classe servlet principale. Il faut aussi lui dire comment l'appeler. Donc il y a une petite configuration historique qui est en XML. Regardez pas trop le début, là, les namespaces, c'est verbeux, mais en gros, c'est pour dire que le main servlet va intercepter toutes les URL. Vous pouvez faire des choses plus compliquées si vous voulez, mais dans un premier temps, ça suffit. Et donc pour déployer, vous déployez localement avec App Engine Run, ou directement sur Google Cloud avec App Engine Deploy. Le truc bien, c'est que les outils Google en local ont aussi des mocks, ou pas des mocks, mais des bouchons de tout ce qui est data store. Donc si vous utilisez des technos Google, du type pour les bases de données, etc., vous pouvez avoir des mocks pour avoir votre application qui tourne en local, comme elle tournerait sur le serveur. Nous, on l'utilise pour monitorer les avis sur l'app. Donc, vous avez la console Google Play, vous avez les utilisateurs qui donnent des avis sur l'app. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, mais on aime bien être au courant quand même. Et donc, ce qu'on fait, pour pas avoir à faire tourner ça dans Bitrise ou sur la machine d'un dev, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un petit projet Google Cloud qui s'exécute toutes les 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, ça fait un get sur une API qui s'appelle cron. Bon, ça pourrait s'appeler n'importe comment. Et ça récupère avec les outils classiques, donc les outils qu'on utilise tout le temps, Moshi, OKHTTP, etc. Ça récupère tous les avis. Un petit truc fun, c'est que ça utilise aussi l'API Google Translate. Donc si jamais on a des avis du Vietnam, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on a la traduction. Et à la fin, ça envoie tout sur Slack. Et voilà, on a, là, j'ai pris une bonne review du Brésil qui me dit muito bon. Donc je pense que j'avais peut-être pas besoin de la traduction là-dessus, mais en tout cas, on l'a. Et oui, j'ai oublié de dire, l'intérêt quand même par rapport... Il y a plein de serveurs, de services tiers qui font ça. Sauf que ça vous oblige à leur donner une partie de vos datas. Et il y a aussi des services tiers qui font du parsing de la console, parce que c'est des données publiques, mais pas tout est données publiques en fait. Typiquement, ces données-là qui sont assez utiles pour nous en tant que dev Android, donc la version d'Android et la version de l'app, c'est des choses qui ne sont pas forcément publiques dans les reviews. Donc avec ce petit outil cron, on a directement les reviews qui tombent dans notre Slack avec toutes les infos qu'on veut, sans donner nos données à l'extérieur.
J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. La conclusion de tout ça, c'est que les 3 outils sont complémentaires. Ça permet vraiment de faire plein de choses. Vous pouvez faire des outils en ligne de commande, du cloud, vous pouvez faire des scripts. L'IDE, il est ce qu'il est, mais moi je le trouve quand même top. Et donc j'espère vous avoir donné envie de faire plus de Kotlin et moins de Perl. Vous pouvez faire des sites web aussi avec du Kotlin. Ça sera le sujet du prochain talk, je crois. Donc je vous encourage à aller voir Salomon. Et si vous avez des questions, je crois que maintenant, c'est le moment. Bonjour. Est-ce qu'une partie de Kinta serait open source? On y travaille. C'était l'objectif initial. Il y a 1 an et demi, je crois que j'avais déjà dit la même chose en fait. Donc on va essayer d'y travailler plus, surtout que ça prend vraiment forme. Il y a 1 an et demi, on pouvait vraiment pas l'open sourcer parce que c'était vraiment très spécifique Dailymotion. Mais ça prend forme et je désespère pas qu'on y arrive. Bonjour, merci pour le talk. Juste pour une petite précision là, sur la partie clicked, au final, ou KScript d'ailleurs, ce qui est généré, enfin ce qui est exécuté, c'est du bash derrière hein, ou c'est du natif? C'est du JVM. C'est du JVM. C'est du JVM par défaut, parce que clicked, c'est un outil JVM. Donc ça génère du bytecode pour une machine virtuelle Java. Comme je disais, Clicked est en train de bosser sur du multiplateforme. Donc à l'avenir, ça sera possible d'utiliser Clicked pour compiler directement un natif, un exécutable natif. Donc x86, AMD, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Ok, très bien. Et une dernière question. Sur la partie CI, vos scripts finalement d'automatisation, ils sont dans les repos des applis ou vous avez en fait quelque part un watcher qui écoute les nouveaux commits et qui va récupérer les versions et exécuter les scripts d'automatisation? Donc au niveau des scripts, donc les scripts en eux-mêmes, ils sont dans un repo à part qui s'appelle Kinta. C'est un peu pour ça qu'on lui a donné un nom. Maintenant, il est vraiment séparé. Ce qu'on fait, c'est que, et ça répond aussi à la question d'avant, c'est que ça publie un point jar en fait. Donc le résultat de Kinta, c'est un point jar qu'on release avec du versioning. Et donc sur la CI, on vient chercher ce jar, qui est une sorte de runner. Je ne sais pas si tu utilises le test runner ou dans Firebase Test Lab, tu as un point jar aussi, c'est un peu la même logique. Donc c'est le premier truc qu'on fait sur Bitrise, c'est-à-dire que Bitrise voit qu'il y a une pull request qui a été ouverte, il y a un trigger qui déclenche une machine virtuelle Bitrise. Cette machine virtuelle, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle vient récupérer le jar de la dernière version de Kinta. Et après, elle exécute le workflow directement du jar. Mais ça veut aussi dire qu'on utilise Bitrise pour peut-être 5% de tout ce qu'il sait faire. Parce qu'on n'utilise pas du tout l'éditeur graphique de workflow de Bitrise. Mais ça nous permet aussi de changer de VM facilement, si on a envie. Ouais. Attends. Qu'il faut. Oui, merci pour le talk. Tu as parlé tout à l'heure de Apollo Android hein, concernant la création des pull requests par script. Et de temps en temps, dans une branche et puis elle est finie, la story est finie, elle est de temps en temps en retard par rapport à d'autres branches sur lesquelles on va faire la pull request. Donc du coup, quand on va faire la pull request, elle va pas pouvoir être mergée. Il faut la mettre à jour un peu. Est-ce que il y a un mail qui est envoyé, il y a une notif qui est envoyée aux développeurs ou autres pour qu'ils puissent mettre à jour, pour qu'ils puissent retravailler dessus. Et de temps en temps, il se peut qu'il y ait des conflits aussi. Et donc du coup, informer aussi le développeur pour comme quoi il mettre à jour sa branche et résoudre les conflits. Ouais, alors tout à par fait. mail, par notif, etc. Ouais, c'est un truc qu'on n'a pas abstrait dans nos workflows, qu'on n'a pas automatisé parce qu'en fait on fait une no-code review sur GitHub quand même. Tu
Tu vois, donc tous les commentaires, etc. sur la pull request, ils sont dans GitHub. Donc on est obligé à un moment de se connecter à l'interface GitHub. Et donc ce qu'on regarde, c'est tous les checks GitHub. Je ne sais pas si tu vois, quand tu ouvres ta pull request, tu as la CI qui tourne, qui passe en vert ou pas, tu as les conflits, etc. Et donc ça, on le voit en fait au moment où on fait la code review. Donc on n'a pas été jusqu'à automatiser, envoyer une notification, parce que de toute façon, en fait, avant le merge, il y a une opération manuelle. Oui, c'est peut-être pas ça que j'ai pas précisé. Le merge, dans tous les cas, c'est manuel parce que il faut la code review. Voilà, il faut qu'on travaille à un moment. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on commit. Donc le jour où les robots committeront le code à notre place, ça sera cool, mais on n'en est pas là encore. Ça répond à la question? En fait, quand le développeur va créer la merge request, Ouais. la merge request, elle va être en retard. Là, la Ouais. branche elle est en retard, il y a des conflits, mais à ce moment-là, il y a est-ce que le développeur va plus s'en occuper ou bien va attendre quelque chose? Ah oui. Parce que là, à ce moment-là, il est obligé d'aller dans GitHub pour une opération manuelle, pour vérifier que sa branche soit clean. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est cool. C'est une- Du coup, c'est une bonne idée. Ouais, on pourrait faire que du coup, au moment où il crée sa pull request, ça refuse de lui faire si jamais il y a des conflits. Ouais, ça serait chouette. Effectivement, bonne idée. Faut le mettre en open source. Ok, merci Martin. Merci.